l'histoire de ce que nous appelons le panafricanisme est en fait un récit qui a été fait, conçu par des historiens qui pensent à tort que le mot panafricanisme est un mot qui rend compte de l'objet qu'ils veulent décrire. En effet, le mot panafricanisme est un mot composé avec le préfixe pan qui veut dire mettre ensemble et africanisme qui veut dire l'idéologie de l'Afrique, l'idéologie qui porte sur l'Afrique. Donc tous ceux qui ont en partage l'idéologie qui a pour objet l'Afrique sont donc des panafricanistes. La même définition peut se faire du panarabisme. La même définition vaut pour le panslavisme. La même définition vaut à plus forte raison pour le pangermanisme. Mais, autant ce mot est connoté, c'est-à-dire se présente comme une expression manifestement européenne, autant le panafricanisme, de l'aveu même de ce qu'on appelle les figures caribéennes, américaines et africaines contemporaines, en convoquant ces figures, on se rend compte que toutes ces figures sont unanimes sur un point. La source du panafricanisme, c'est la vallée du Nil. C'est le point de vue défendu par Anténor Joseph Firmin, figure tutélaire du panafricanisme, s'il en fut, savant haïtien, renommé pour avoir réfuté les thèses racistes de Gobineau. C'est le cas de son compatriote haïtien, Benito D'Artagnan Sylvain, lieutenant de vaisseau de la marine, qui est devenu l'aide de camp de l'empereur d'Éthiopie et qui était un stratège militaire de haut niveau. C'est le cas du Trinidadien Henry Sylvester Williams, qui était un juriste spécialiste du contentieux foncier et qui était un ténor du plaidoyer dans les arènes du droit. C'est le cas de l'Africain américain Robinson Delaney, qui était également un stratège militaire, un essayiste, un historien, un anthropologue réputé. C'est le cas enfin de Marcus Mosiah Garvey, qui fait l'objet aujourd'hui de nos discussions. Donc, plutôt que de considérer que les racines du panafricanisme sont, disons, des racines qui remontent au 19e siècle, il faut donc remonter jusqu'à l'Antiquité. Et pour remonter jusqu'à l'Antiquité, en remontant, c'est-à-dire en prenant les documents, ce qui n'est pas à la portée de ceux qui n'ont pas une connaissance directe par la lecture des hiéroglyphes, évidemment, on se rend compte que le terme qui, normalement, est le terme employé par nos ancêtres, ce n'est pas panafricanisme, c'est Sématawi. Voilà pourquoi,
plutôt que de parler de mouvement panafricaniste, nous parlons du mouvement Sématawi, en remontant à ce que nous appelons les sources du panafricanisme contemporain, qui sont donc des sources qui plongent leurs racines dans l'Antiquité. Le professeur Obenga, en pédagogue patenté, nous explique le contenu de la notion de Sématawi, du point de vue cosmologique, du point de vue philosophique, et cela va sans dire, du point de vue politique. S'agissant du point de vue politique, le professeur Obenga écrit, je cite, « La forme de la langue égyptienne, qu'est le duel Taoui, le double pays, désigne la haute et la basse Égypte. Leur unité politique. Ainsi, l'État de Kemet est structuré en deux royaumes unis, avec une seule langue et une seule institution pharaonique. L'Égypte antique est ainsi née dans l'unité suite aux efforts de Narmer et de ses prédécesseurs 3500 ans avant notre ère. La grandeur de l'Égypte, poursuit le professeur Obenga, est apparue lorsque le pays fut unifié et une fois vaincu, la résistance des deux royaumes rivaux. Cet acte politique d'unification, dès l'origine même de l'histoire nationale, a été par la suite symbolisé par le rituel appelé Sématawi, souvent exécuté par Seth et Horus. Seth, rival de Horus, était le seigneur d'Ombos, une ville de Haute-Égypte, et Horus, le dieu faucon, seigneur de Dep. Les villes de Dep et de Paix furent unies pour donner naissance à la ville de Bouto, la capitale prédynastique de Basse-Égypte. Ainsi, par ce geste rituelique du Sématawi, Seth et Horus se réconcilièrent et constituèrent une seule force spirituelle pour donner au souverain de Kemet vie, ankh, stabilité, djedet et pouvoir was, afin qu'il puisse accomplir sa fonction dans la paix, Hotep et la prospérité Oudia. L'unité apporte la vie, la stabilité, le pouvoir, la paix et la prospérité. En termes d'aujourd'hui, on dirait que l'unité apporte à la fois souveraineté, progrès et épanouissement. Le secret du bonheur du peuple égyptien est à trouver dans l'unité politique du pays. C'est dire que le message d'unité amplement thématisé par Cheikh Anta Diop est un vieux concept historiographique en Afrique. Donc, ce vieux concept historiographique dont parle le professeur Obenga, pour nous, c'est le Sématawi.